Bonjour à tous, nous sommes lundi 5 octobre, il est 12h24, c'est l'heure de notre émission économique Éco-Camargue. Alors 12h24, et oui c'est vrai, nous sommes 9 minutes après l'heure officielle qui est normalement 12h15, mais c'est les aléas de la technique. J'ai d'ailleurs à ce sujet fait un petit message sur la page Éco-Camargue sur Facebook pour vous expliquer les problèmes rencontrés. En tout cas, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radiosystème après ce laps de temps qui nous a semblé interminable. Je suis Bertrand Jolivel, assisté par Dominique Père à la technique, et pendant une heure, nous allons parler d'économie. Rassurez-vous, nous ne parlerons pas de commerce mondial, ni d'échanges intracommunautaires, et encore moins du CAC 40, non. Juste de l'économie qui nous concerne au quotidien, celle que nous côtoyons tous les jours, et qui met en scène des entrepreneurs locaux, situés dans le sud de la France, entre Nîmes et Montpellier, sur un territoire qui s'appelle Vidourle-Petite-Camargue. Si vous êtes un peu loin, sachez que nous sommes à Vauvert, dans le Gard, en région Occitanie. Comme à chaque fois, l'émission Éco-Camargue s'efforce de vous présenter un sujet d'actualité qui nous semble intéressant d'aborder, en compagnie d'invités chefs d'entreprise et ou d'experts à même de nous éclairer sur la chose. Aujourd'hui, en pleine semaine européenne du développement durable, nous allons parler de production d'électricité d'origine photovoltaïque. Quoi de plus logique quand on est en Camargue, dans le Gard, le deuxième département le plus ensoleillé de France en 2019, avec 2870 heures de soleil par an. Sauf que on est loin d'avoir des panneaux solaires sur toute notre toiture, c'est le moins que l'on puisse dire. Je dirais même plus, les panneaux solaires ne fleurissent pas là où on les attend. On produit 4 fois plus d'électricité solaire en Allemagne qu'en France. Voilà, bon. Bref, la France ayant donné la priorité au nucléaire, on se retrouve aujourd'hui en 4e position européenne, talonnée par l'Espagne, qui, soit dit en passant, a mis en œuvre 4 fois plus d'installations en 2019 que la France n'a pu en faire, et donc devancée par aussi un autre pays, bien connu pour son taux d'ensoleillement, j'ai nommé le Royaume-Uni. Voilà, toutefois, la France a beau être en retard par rapport à ses voisins, les initiatives ont l'air de fleurir, et je ressens une prise de conscience individuelle, mais aussi collective. En témoigne la création récente, juste à côté de Vauvert, d'un nouveau collectif citoyen axé sur les énergies renouvelables. ACT, comprenez, accélérateur citoyen pour un territoire en transition énergétique. Rien que ça. Ce projet a été imaginé suite à la spectaculaire, oui je le dis, spectaculaire réussite du parc photovoltaïque citoyen installé à Aubais, sur une ancienne décharge et portée par l'association des survoltés de Aubais. D'autres collectifs citoyens lui ont emboîté le pas, Citaine à Nîmes, les Lucioles citoyennes à Durfort ou Citre du côté d'Uzès, avec l'objectif commun d'accompagner la transition écologique par une production énergétique issue d'un engagement citoyen. Voilà. Bon, c'est bien beau tout ça, mais seul ou en collectif, on s'y prend comment pour produire son électricité? Vous disposez d'une étude de faisabilité? Pour connaître le type de panneau solaire installé, on fait comment? Et pour savoir si mon terrain ou ma toiture peut accueillir ce genre d'installation, et pour savoir si des aides sont d'actualité, pour savoir enfin si je dois consommer ma production ou la revendre à EDF, et à quel prix et pendant combien de temps, et je passe 1000 et une autres questions. Vous voyez le sujet? Pour nous apporter des éléments de réponse argumentés et précis sur notre thématique du jour, rien de mieux que de convier le Graal en direct à notre studio. Clément Espace, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune diplômé et chargé de mission au développement de projets chez ACT, ce nouvel accélérateur citoyen. Vous êtes aussi installé à Aubais dans le Gard, c'est ça? Oui, on émane aussi des survoltés d'Aubais qui ont porté le projet ACT initialement, mais nous avons aussi des bureaux à Nîmes et de l'autre côté du Vidourle. Everywhere à travers le monde, ils sont partout. Thierry Lakerbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société Habitech, spécialisée dans l'installation de panneaux photovoltaïques. Et pas que, je crois. Et non, pas Voilà. que. On fait de l'énergie depuis 14 ans. Eh bien, écoutez, on va y revenir. Et vous êtes surtout installé à Aigues-Mortes, dans le Gard. C'est ça. Voilà, bienvenue à vous tous. Merci. Avant de donner la parole à Clément Espace pour nous expliquer ce qu'est ce zinzin ACT, voilà, Thierry Lakerbe, dites-nous en plus sur Habitech, votre entreprise donc installée à Aigues-Mortes. Alors, oui, j'ai créé cette société en 2006. Et nous faisons donc de l'énergie, donc ça fait 14 ans, on attaque notre 15e année. Alors, dans l'énergie, on a commencé par de la climatisation, et puis ensuite on est parti sur aussi de la pompe à chaleur. Et 2 ans après, quasiment 2 ans après, on est parti sur le photovoltaïque aussi. D'accord. Donc voilà, ce qui nous a permis de nous développer.
et de vivre aussi toutes les années qu'ont vécu le photovoltaïque, que les gens ont pu connaître. Et aujourd'hui, voilà, nous avons l'évolution du photovoltaïque. Vous avez des employés? Alors oui, on a des employés. Aujourd'hui, on est 3. D'accord. Et puis, on prend beaucoup d'intervenants, en fait. D'accord, pour compléter. Oui, tout à fait. D'accord. L'activité, ouais. Et votre zone de chalandise, du coup, vous intervenez sur où? On intervient assez loin, puisque de toute manière, c'est un produit qui est très fiable. Donc, ça nous permet d'aller vraiment loin de notre base. Et on a fait des installations du côté de Perpignan, Narbonne, Béziers. D'accord. Sur le nord du Gard. J'aime bien ce mot fiabilité, on va y revenir justement, ouais, parce que c'est le tout cœur également de nos propos, on va dire. Et alors vous disiez donc aujourd'hui vous faites majoritairement du photovoltaïque, c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Oui, on fait majoritairement du photovoltaïque, mais aussi on fait aussi quand même de la pompe à chaleur, sur laquelle aujourd'hui il y a beaucoup d'aides. Voilà. D'accord. L'État a lancé un coup de pouce là-dessus. Eh bien parfait, on va aussi revenir sur ces notions d'aide. Clément Espaz, le rôle d'ACT, ça sert à quoi? Eh ben, le rôle d'ACT, c'est d'accélérer la transition énergétique citoyenne dans le département du Gard. Alors, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que c'est que la transition énergétique citoyenne. Oui, ce serait bien, oui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu le Covid, on parle de résilience des territoires, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat récemment en France, les 150 choisis aléatoirement. On sent bien qu'il y a quand même un mouvement de fond, une vague de fond citoyenne qui a envie de reprendre un peu, de se réapproprier des thématiques qui sont aujourd'hui inaccessibles, dont celle de l'énergie. Et donc l'objectif de ACT, c'est de pouvoir se réapproprier collectivement cette problématique et de travailler avec les territoires pour que en fait, le changement, la transition se fasse par et pour les territoires, par le bas, et que les citoyens aient leur mot à dire. Et c'est aussi une démarche démocratique, évidemment. D'accord. Et vous vous occupez de quoi? De tout à 100%, c'est ça? Alors, il faut bien démarrer quelque part. On est une structure qui est toute jeune, elle a moins de 6 mois, donc on commence par de la production énergétique, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez... ça rassemble beaucoup de monde. Et le photovoltaïque, c'est une technologie qui est aussi plus simple à mettre en œuvre. Donc on se concentre sur cette technologie pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va faire des projets citoyens, où c'est les citoyens qui vont investir dans ces projets-là et qui vont piloter eux-mêmes les projets sur leur territoire. D'accord, ok. Alors... Dans un deuxième temps, on envisage aussi de travailler sur les autres postes qui sont indispensables à la transition énergétique, la rénovation thermique de l'habitat, ou même, je dirais même le plus important, la sensibilisation et la sobriété. D'accord. Vous dites que cette association a été créée il y a moins de 6 mois, donc avant vous faisiez comment? L'aide précieuse, basée sur l'expérience notamment des survoltés à Aubais, était déjà distillée ou pas du tout? Ça vous est... Comment vous faisiez avant? Alors les survoltés, ils ont défriché. Oui, j'ai cru comprendre. Alors ça, ils ont démarré déjà en 2011 sur une lutte contre les gaz de schiste dans le département. Et en fait, de cette lutte contre quelque chose est sortie une lutte pour quelque chose, donc créer un projet qui avait du sens sur leur commune de 3000 habitants. Et il n'y avait rien qui était fait. Et donc il fallait défricher administrativement, juridiquement, plein de verrous. Et ils ont mis 4 ans à sortir un projet qui aujourd'hui on pourrait mettre 2 ans à le faire. Donc... Et juste, je me permets de vous couper parce que en plus je crois que la municipalité, à l'époque en tout cas, n'était pas très chaude à l'idée de porter le projet. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'en général quand une collectivité est derrière, ça facilite quand même beaucoup le développement d'un projet. Et là c'était pas forcément le cas. Bon, c'était une question de bail sur un terrain municipal. Voilà, il fallait une certaine assurance pour que quand il y a une exploitation de 30 ans, on puisse avoir l'assurance qu'il y a un bail qui suit derrière, et là, c'était pas forcément le cas. Et pour autant, un terrain municipal qui était une ancienne déchetterie, donc qui était destiné à aucun usage particulier. C'est ni constructible ni cultivable, donc on pouvait pas en faire grand-chose. Voilà, puis c'est 5000 m², c'est pas non plus... Aujourd'hui, la municipalité d'Aubais a changé de vision et beaucoup plus proche des survoltés et de ACT. Oui, radicalement. En effet, d'ailleurs, on a fait l'inauguration samedi dernier à Aubais de l'association ACT. Et le maire d'Aubais, Angèle Pobo, a fait des déclarations assez engageantes envers les survoltés et ACT en disant qu'il allait remettre le loyer qui était payé par les survoltés à la mairie, qu'il allait remettre ce loyer en subvention aux survoltés d'Aubais. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est quand même très positif. Impeccable. Bon, ça montre aussi qu'il y a une tendance aujourd'hui, j'ai cru comprendre, à ce que les communautés de communes, les communes elles-mêmes, aillent dans cette direction, portées par différentes initiatives, notamment de l'État. Et ce qui fait que c'est complètement dans l'air du temps, j'ai l'impression.
Nous, on est surpris. Je pense que les survoltés s'attendaient en m'embauchant qu'il y ait beaucoup de prospection envers les collectivités. Oui. Et ce qu'on a remarqué avec les élections, c'est qu'en fait, on a été très sollicité pour aider des listes à élaborer une campagne qui soit pertinente d'un point de vue transition citoyenne. Et donc, on se disait, bon, peut-être qu'après la campagne, ça va se tasser un peu, mais en fait, finalement, on est totalement surpris de la façon dont les collectivités veulent s'approprier le sujet. Et aujourd'hui, on est très sollicité. Ouais. D'accord, ok. Donc, toutes les communes autour de notre bassin sont en contact avec vous, c'est ça Alors toutes, je sais pas, mais en tout cas beaucoup. Mais on travaille beaucoup aussi avec les intercommunalités, Petite Camargue notamment, parce qu'il y a le fameux plan climat, air, énergie territoriale, bon ça c'est un gros mot pour dire PCAET, et qui s'ancre totalement dans notre démarche de transition citoyenne. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose que d'apprendre ceci, et espérons que voilà, ça aboutisse à des projets sonnants et trébuchants. Justement, revenons un peu dans le vif du sujet. Alors, citoyens, groupement de citoyens, j'ai envie de dire aussi entreprises, communes, la problématique est la même. Toutes ces entités veulent produire de l'électricité. Mais y a-t-il quand même un statut qui est plus intéressant qu'un autre ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est préférable d'avoir un projet vaste en nom propre au nom du citoyen, ou de créer une société, ou d'aller avec un groupement de citoyens ? Quel conseil vous pourriez prodiguer au vu de votre expérience aujourd'hui par rapport à ça ? Le modèle des projets citoyens, il est en général assez standard. C'est-à-dire que les citoyens vont se regrouper autour d'une structure, une coopérative en fait. Donc que ce soit on va peut-être pas rentrer dans les démarches techniques, mais que ce soit une SIC ou une SAS, en fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait des statuts coopératifs. Et en fait, le modèle coopératif, c'est simplement une personne égale une voix, peu importe le montant qu'on investit. Donc ça, c'est vraiment l'ADN des projets citoyens, c'est que la gouvernance soit partagée. Et donc, dans cette structure coopérative, il va y avoir les investisseurs citoyens, mais il peut aussi y avoir des entreprises, des gens les entreprises qui vont installer, ou les entreprises partenaires qui vont faire du bureau d'études ou de la maîtrise d'œuvre, mais aussi les collectivités. Et donc nous, en fait, on encourage le fait qu'autour de la table, il y ait tous les acteurs d'un projet de territoire. D'accord. Et donc le triptyque qui est citoyen, entreprise, collectivité, nous, on encourage ces modèles que moi j'appelle hybrides, c'est-à-dire qu'on met tout le monde autour de la table pour décider, pour prendre des décisions ensemble. En gros, bon, vous ne répondez pas tout à fait à mes questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un statut qui est à privilégier plus qu'un autre. Je comprends que l'approche citoyenne est beaucoup plus noble et vertueuse, j'entends bien, mais imaginons qu'une société, ou du moins un groupement de citoyens, monte une société et ont eux-mêmes, par exemple, un terrain, donc ils sont en parfaite liberté d'y mettre ce qu'ils veulent dessus. Est-ce que c'est intéressant économiquement? Est-ce que le fait d'être avec un statut de société, on puisse avoir des facilités en termes d'obtention d'aide ou facilités en termes de financement? Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez un retour d'expérience par rapport à ça? Faut bien comprendre qu'en fait que les bénéfices des projets citoyens, d'un point de vue purement financier, sont pas forcément flagrants. Mais c'est nous, on évalue aussi les externalités positives des projets citoyens. C'est-à-dire que ça va pas forcément être le loyer. Le loyer va pas être plus gros que si c'est un industriel qui va venir poser des panneaux sur votre terrain. Il va probablement vous offrir un loyer qui est plus intéressant. Mais nous, en fait, on va aussi proposer une forme de communication qui a du sens. C'est-à-dire que si une entreprise veut faire un projet citoyen sur son terrain, ça veut dire qu'elle a une démarche aussi éco-citoyenne de territoire. Et donc, ça veut dire en termes d'image de marque et de termes de philosophie de la marque, c'est aussi intéressant. Et il y a une étude d'une association qui s'appelle Énergie Partagée qui montre que aussi les retombées économiques locales de projets citoyens sont 2 à 3 fois plus importants que des projets industriels classiques. Tout simplement parce qu'avec des projets citoyens, on va être beaucoup plus exigeant dans le cahier des charges sur d'où viennent les panneaux, quels sont les prestataires, et on va tout faire pour que ce soit qu'il y ait des exigences sociales aussi plus importantes, donc des prestataires locaux, des installateurs locaux. Et ça, c'est non négligeable pour un territoire. D'accord, ok, très bien. Bon, écoutez, impeccable. On va revenir sur ces aspects de financement dans quelques minutes. Alors, bon, maintenant, moi, je suis un simple citoyen. J'ai envie de faire baisser ma note d'électricité. Et je commence par quoi? Monsieur Lacarbe, qu'est-ce que vous pourriez... Parce que vous, ça va être des choses que vous devez entendre tous les jours. Oh oui, parce qu'en plus, nous, on fait essentiellement du particulier depuis notre création. D'accord. On commence à s'attaquer à des puissances plus importantes. Donc en fait, les démarches, elles sont assez simples. Et puis, on s'occupe des démarches en fait pour le client, pour le rassurer, pour qu'il soit en tranquillité justement. En quelques points, quelles sont ces démarches? Alors, justement, on commence par une dépose préalable à la mairie. Tout simplement, ça permet de faire une demande de travaux. D'accord. Donc, on a l'acceptation généralement sous un mois. À partir de là, on peut enclencher les travaux.
D'accord, ok. À la suite de ça, on réalise les travaux d'installation. Sauf que là, je vous coupe parce que vous êtes déjà dans la phase de travaux. Mais Oui. Entre le moment où moi je vous appelle Oui. et le moment où il y a un dépôt en mairie, voilà. Il y a aussi une étude de faisabilité, j'imagine. Bien sûr, Voilà. tout à fait. Oui, on commence par ça. Bien sûr, la première analyse, elle est de la toiture du client, là où on peut poser en tout cas. Alors, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus obligation absolument de poser sur la toiture de l'habitation. Vous n'avez plus obligation, Non. c'est-à-dire que vous pouvez déposer sur le sol, donc. Alors, on peut poser sur le sol, oui, avec certaines contraintes, pardon. Mais on peut le faire, oui, ça se fait. D'accord. Ça peut Alors, se faire. du coup, c'est plus simple aujourd'hui que ça ne l'était avant, c'est ça? Alors c'est plus simple avant, oui, les démarches ont été beaucoup plus simplifiées par l'État, qui nous obligeait auparavant, sur les anciennes installations, à intégrer les panneaux à la toiture, pour une question de tarif de rachat, tout simplement. Puisqu'il faut savoir quand même, à l'époque, que le solaire, en fait, on ne faisait que de la revente. Le fait de pouvoir utiliser sa propre électricité est très récent. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça a 3 ans d'ancienneté ou 4 ans maximum. D'accord, ok. Puisqu'avant, on ne pouvait pas utiliser sa propre électricité, hein, c'était interdit. Donc les gens ne faisaient que de la revente uniquement. C'est-à-dire qu'ils avaient une production qui était créée par leur installation et chaque année, ils facturent EDF OA, qui s'appelle donc EDF Obligation d'achat. D'accord. Okay. Donc vous établissez une facture à EDF Obligation d'achat chaque année. Okay. Donc ça, maintenant, on en fait de moins en moins. C'est plus pour des grosses installations. Le rachat. C'est-à-dire que la tendance aujourd'hui, c'est l'autoconsommation. Oui, tout à fait. C'est ce qui est économiquement le plus intéressant? Aujourd'hui, oui, parce que les coûts ont énormément diminué. Le coût du matériel est au plus bas, on va dire, où il va continuer à descendre, ça c'est sûr. Aujourd'hui, en termes de production, on est à peu près à 4-5 centimes le kilowatt. Donc, on le paye tous aux alentours, taxes comprises, aux alentours de 17 centimes. D'accord. Donc, voilà, on produit de l'électricité entre 4 et 5 centimes. Donc, il n'y a pas... Et l'obligation de rachat auprès d'EDF, le montant, en fin de compte, aujourd'hui, est de quel ordre? Alors, l'obligation de rachat, il n'y a pas forcément d'obligation de rachat. Quand vous faites de l'autoconsommation, jusqu'à 3 kW crête installée sur la toiture, oui. On n'aura pas d'obligation de rachat. D'accord. Enedis nous permet au client de produire son électricité, mais s'engage en contrepartie, techniquement parlant, à ne pas réinjecter de l'électricité sur le réseau. Parce qu'il va y avoir ça aussi, hein. Il va y avoir cet aspect réinjection sur le réseau. Pourquoi? Parce que vous produisez plus la journée, généralement, que ce que vous consommez. D'accord. Je vous ai vu sourire, Clément Espace. Pourquoi il y a... C'est pas comme ça que ça se passe? Si, tout à fait, mais c'est juste que ça devient très technique. Donc, ça devient très technique. C'est un peu le souci, on va essayer d'éviter de rentrer trop loin. Où on prend le temps d'en parler et on essaye de vulgariser ça, ou c'est pas simple. On va essayer d'aborder tous les points. Donc, juste pour revenir, pour rester justement sur une approche relation client, vous venez chez le client, vous appréciez donc la toiture, c'est ça. son inclinaison, son orientation, c'est ça. Et à partir de là, vous faites quoi? Vous émettez une étude de production. Alors, c'est ce qu'on appelle une étude de production. Une étude de production en fonction de son orientation. D'accord. On va savoir quelle quantité d'énergie la personne va produire sur l'année. Oui. Et ce sont des données qui sont précises. Voilà. Et généralement, les productions sont sous-estimées par rapport à la réalité. D'accord. Donc, généralement, le client produit plus. Ce sont des données qui sont précises, donc ça c'est plutôt rassurant, ça montre que vous avez des outils qui sont fiables. Exactement. Est-ce que, pour autant, ces données de production peuvent être contractualisées? C'est-à-dire que ce qu'il peut y avoir un engagement de la part? Non, c'est pas contractualisé, parce que le soleil, vous ne le maîtrisez pas, de toute manière. Et d'une année sur l'autre, vous allez faire quasiment la même quantité d'énergie. Et si vous faites un petit peu moins, vous ferez plus l'année suivante, etc. Mais ça s'équilibre, et on retombe toujours quasiment au même endroit. D'accord, ok. Donc c'est très fiable. Très fiable. Donc on peut se baser là-dessus pour avoir une perspective sur du temps assez long, si je comprends bien. Oui, bien sûr, tout à fait. Ce sont des produits qui durent extrêmement longtemps. C'est combien de temps? On entend de tout là-dessus. Oui, justement, oui. Mais il y a des centrales qui ont 50 ans d'ancienneté et les panneaux produisent toujours. Donc il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, il y a une perte de rendement année après année? Comment ça se passe? Il y a une perte de rendement qui est généralement aux alentours de 1% sur la production des panneaux.
La plupart des panneaux sont garantis, pour la majorité tous aujourd'hui, 20 ans à 80% de rendement. D'accord. Donc voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. La partie maintenance va essentiellement être portée sur les onduleurs, ce qu'on appelle, donc ce qui va transformer le courant continu délivré par les panneaux en courant alternatif exploitable pour tout le monde. Quand vous dites la partie maintenance, il faut comprendre que le point de fragilité, il est plutôt là? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est de l'électronique, donc ça chauffe, ça refroidit, et dans le temps, c'est ce qui... Quelle est la durée de vie d'un onduleur? À peu près entre 10 et 15 ans. D'accord. Bon, ça reste quand même des durées qui sont quand même intéressantes. Oui, quand même, tout à fait. Tout à fait. C'est largement acceptable et surtout que c'est pas un coût qui est énorme non plus. Donc le remplacement d'un onduleur. Juste pour faire une petite alternative avec une autre source d'énergie renouvelable qui est le vent, le solaire est plus fiable que le vent dans ce cas-là? Ah oui, complètement, parce que le solaire, on peut donner une production au client. Et même si elle n'est pas contractuelle et pas précise, on sait pertinemment qu'il va faire cette quantité chaque année. Ou en tout cas, s'en rapprocher très proche. Très proche. Le vent, ça demande des études très poussées. Des parcs éoliens, c'est des années et des années d'études pour pouvoir développer un parc éolien. L'éolien, on va dire... client, c'est-à-dire particulier, n'est absolument pas maîtrisable. C'est une fausse idée. Parce que quand vous prenez une maison qui a 4 côtés, si vous installez l'éolienne d'un côté sur un de ces chaque côté, elle ne produira pas la même chose. Donc, dire quelque chose de précis à un client, c'est l'occasion de le dire, c'est du vent. C'est bien trouvé. Voilà, tout à fait. Donc c'est beaucoup plus fiable le solaire que ne l'est l'éolien. Absolument. D'accord. Il n'y a pas photo. Est-ce qu'il y a des toitures qui ne sont pas compatibles avec des panneaux photovoltaïques? Alors, les toitures, pas compatibles, non, pas à mon sens, mais après tout ce qui est toiture amiante, forcément, il y a des travaux au préalable à prévoir. Voilà. Tout à fait. Mais sinon, après, non, on peut poser de partout. Est-ce qu'il y a des nuisances? Absolument pas, non. Il n'y a absolument pas de nuisances. C'est sans entretien, quasiment. Dans le sud, on n'a vraiment pas besoin de nettoyer les panneaux. Sans entretien? Je vois Clément Espace qui sourit. Il doit se dire la question va arriver, effectivement, parce que je crois savoir que l'entretien, ça reste quand même une question qui nous est posée, en tout cas. Et c'est vrai que... tout dépend. Hein. Si on parle du particulier, il y a vraiment quasiment pas d'entretien. Il y a zéro entretien quasiment à faire. Sur les 20, 30 ans ou 40 ans, il n'y a rien à y faire? Non, quasiment pas. Si ce n'est le changement éventuellement de l'onduleur. De l'onduleur. D'accord. Et puis les éventuels casses qu'il peut y avoir. Exactement. Voilà. Mais par contre, la qualité, la transparence de la vitre... D'ailleurs, une petite question, c'est une vitre en silice? Tout à fait, c'est du verre, tout à fait. C'est pas du plastique, hein? Non, absolument pas. D'accord. Donc, en gros, il n'y a pas un risque que la vitre se salisse? Alors, elle va se salir, mais en fait, nous avons la chance dans le sud d'avoir ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, des épisodes Sévenol. Donc, on a des grosses abondances d'eau, et en fait, les panneaux sont très, très bien nettoyés. Moi, je peux vous le dire, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a 14 ans de recul derrière ça. Nos clients produisent la même chose, panneaux nettoyés ou pas nettoyés. Ça change quasiment pas. C'est bien la première fois que j'entends dire que le phénomène Sévenol sont un argument positif. Tout à fait. Donc les panneaux sont auto-nettoyants. Oui, absolument. Et les panneaux photovoltaïques, beaucoup plus que le panneau solaire eau chaude. Voilà. Alors, voilà, vous faites bien d'aborder le sujet sur la production d'eau chaude. Ça représente quoi, grosso modo, entre le photovoltaïque et la production d'eau chaude? C'est kiff-kiff, 50-50, ou il y a plus de solaire? En termes d'installation? D'installation, tout à fait. Oui, non, l'eau chaude avait été très bien partie dans les années 2009-2010. Oui. Et puis, ça a été coupé parce que c'est des installations qui sont assez coûteuses. D'accord. Qui restent assez coûteuses. Il y a eu, il faut le dire, c'est la vérité, qu'il y a eu un certain lobbying aussi des constructeurs sur le chauffe-eau thermodynamique qui a été fait. Et ça a pris le pas sur le chauffe-eau solaire. Mais après, techniquement parlant, il est évident que le chauffe-eau solaire est beaucoup plus performant qu'un chauffe-eau thermodynamique. Ça, c'est sûr. D'accord, très bien. Et ça durera toute la vie d'une maison, un chauffe-eau solaire. Ok. Bon, mais écoutez, parfait, heureux de l'entendre. Et petite question, quand on est à proximité d'un bâtiment historique, vous avez une solution?
Non, malheureusement, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut que les pouvoirs publics lâchent un peu du lest là-dessus. Les bâtiments de France aussi. Est-ce que vous connaissez des installations qui ont pris le gauche? Non, à ma connaissance, non. Je ne connais pas. Non. Donc personne ne prend le risque. Ouais, tout à fait. Ouais. Et la distance, c'est quoi? C'est 500 mètres en rayon? Oui, c'est un rayon de 500 mètres, tout à fait. Bon, revenons sur un autre sujet qui est la partie financement. Aujourd'hui, Clément Espace, c'est un financement vertueux d'investir dans le photovoltaïque? Alors moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire des projets d'énergie citoyenne. Aujourd'hui, la plupart des projets sont des projets où les citoyens vont jouer le rôle de banque. C'est-à-dire qu'ils vont investir et ils vont avoir un intérêt tous les ans. Et donc aujourd'hui, l'intérêt, dans la plupart des projets, bon, ça dépend de la rentabilité évidemment, mais c'est entre 2 et 4%. D'accord. Ça veut dire que je mets 100 €, je vais récupérer ma mise de 100 € dans 10-15 ans, ça dépend de la convention. Et en plus, je percevrai 2 à 4% du montant qui reste tous les ans. D'accord, donc ce qui est pas négligeable. En tout cas, si on compare avec des taux financiers hors prise de risque, c'est intéressant. Le bon argument, c'est de montrer le taux d'intérêt du livret A. Oui, voilà, évidemment. Qui est en chute libre. Voilà, ok. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui fait que si, parmi nos auditeurs, on a des gens qui veulent investir dans des projets éco-responsables, et notamment liés sur la production d'électricité, ils se rapprochent de vous et ils peuvent justement contribuer. Quelle est en moyenne les hauteurs des contributions des investisseurs? Et ben en fait, ça va aussi dépendre des aides de la région notamment, parce qu'il y a un appel à projet région qui, à chaque euro citoyen investi dans un projet, la région va mettre 1 €. D'accord, donc ça c'est très rentable. C'est très sympa, ouais. à hauteur de 500 € par citoyen et de 100 000 € par projet. D'accord, donc ça incite le fait qu'il y ait plus de citoyens. Ça, vraiment, ce n'est valable que pour les projets de citoyens. Oui, c'est un appel à projet qu'on appelle énergie renouvelable citoyenne et coopérative. D'accord, ok. Et donc c'est vraiment destiné à favoriser les énergies citoyennes parce que la région Occitanie, avec sa stratégie REPOS, Région Énergie Positive, estime que inclure les citoyens dans la boucle, c'est fondamental pour une transition énergétique qui a du sens sur le territoire. Et ça aussi favorise l'acceptabilité sociale du développement des énergies renouvelables sur un territoire. Et ça, c'est pas négligeable. Pourquoi c'est pas accepté? Pas toujours. Notamment, enfin là, on parle... le photovoltaïque, encore, ça va. Mais c'est vrai que les énergies, par exemple l'éolienne, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de nuisances visuelles, en tout cas, c'est vrai. Ouais. C'est aussi une question de... voilà, quand vous voyez un grand parc solaire au sol, vous vous dites mais qui investit, où va l'argent, enfin il y a une question de justice sociale derrière en fait. Donc si on met les citoyens dans la boucle et que c'est eux qui maîtrisent le projet, finalement on sait d'où ça vient et on sait où ça va. Et donc en termes d'acceptabilité c'est important. D'accord, très bien. Bon bah écoutez, et alors du coup pour revenir sur les communes, est-ce que la région aide aussi les communes à aller dans ce sens-là? Ah, c'est une colle là, hein. Un peu, ouais. Voilà. Non, vous savez. Non, en fait, l'État aide via le tarif d'achat dont on parlait. Ça veut dire que c'est un tarif aidé. Donc quand vous faites une installation photovoltaïque sur une toiture de moins de 600 m², en gros, vous allez avoir un tarif d'achat pendant 20 ans qui est garanti. Et donc ça, c'est l'État en fait aide via ce biais-là. D'accord, ok, très bien. Bah justement, restons un peu sur la notion de tarif. Je serais curieux de savoir combien ça coûte une installation photovoltaïque. Ça va dépendre évidemment de la surface. Mais... Ça dépend de la puissance installée en fait, tout simplement. Et dites-nous tout. Qui va répondre aux besoins du client. Ça ne sert à rien de lui installer une centrale solaire au-dessus de la tête s'il n'en a pas besoin. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une partie d'électricité qui va repartir sur le réseau. D'accord, mais ça peut aussi être une finalité que de remettre toute cette électricité produite grâce au soleil sur le réseau. Oui, en plus elle est rémunérée. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, bon, voilà, on parle peut-être pas rentrer dans les détails du tarif, mais c'est revendu au jour d'aujourd'hui à 10 centimes. Voilà. D'accord, ok. Voilà. J'avais entendu parler d'un tarif qui était de 18 centimes, donc c'est pas... Non, pas pour la revente de surplus. On parle d'un revente de surplus. Je pense qu'il va falloir aussi rentrer un peu plus dans le détail des deux modes de production qui sont vente en totalité ou la fameuse autoconsommation. Voilà. Du coup, c'est pas les mêmes tarifs d'achat, c'est pas les mêmes montages. Ça, c'est le côté obscur en fin de compte. C'est le côté un peu compliqué. D'accord, ok. Bon, très bien. Restons un peu justement sur ces interlocuteurs. On parle souvent d'EDF parce qu'il n'y a qu'EDF qui a habilité par sa filiale Enedis de racheter l'électricité. Oui, je comprends bien. Absolument. Ouais, et tous les autres prestataires que l'on connaît, que ce soit Total Energy, que ce soit Enercop, d'ailleurs, la société montpelliéraine,
de quelle manière interviennent-ils dans la production photovoltaïque? Tu veux répondre ou... Non. Bah, je pense qu'on va pas donner les mêmes réponses, donc tu peux commencer. Ouais, après, on parle du rachat, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc il y a EDF OA, donc c'est EDF obligation d'achat, D'accord. qui n'est pas EDF classique. EDF est un vendeur d'énergie. Ils ne vendent pas que de l'électricité aujourd'hui, hein, ils vendent du gaz, ils vendent d'autres choses certainement. Donc il y a EDF OA, il y a aussi tous les fournisseurs d'énergie qui sont ce qu'on appelle la batterie virtuelle. Dans le photovoltaïque, il existe ce mot, la batterie virtuelle. Donc il y a Planète Oui. Je dis pas de bêtises, tu me coupes si... Non, je connais aussi Urban Solar, je crois. Ouais, il y a Urban Solar. Enfin voilà, il y a quelques acteurs qui sont aussi fournisseurs d'électricité. D'accord, ok. C'est-à-dire que... Alors, prenons l'exemple d'Enercop à Montpellier, parce que je crois qu'eux, ils sont positionnés sur les énergies renouvelables, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait, on collabore beaucoup avec eux. Ouais. Mais c'est pas forcément sur le tarif d'achat qui est réglementé, garanti par l'État. On passe quasiment toujours par EDF obligation d'achat, sachant que le contrat peut ensuite être transféré à un autre fournisseur d'électricité si on le souhaite. D'accord, donc il y a une délégation qui peut être faite. C'est au bout d'un an, il me semble, qu'on peut transférer le contrat. D'accord, mais Enercop, eux, vont se positionner sur ce qu'on appelle des contrats de gré à gré. C'est-à-dire que si moi je veux faire une centrale un peu plus large de, je sais pas moi, 1000, 2000 mètres carrés, et ben eux, on va leur proposer un tarif d'achat, on va leur proposer un prix en fait d'achat d'électricité. Et si tout le monde est d'accord, on fait un contrat, eux ils achètent l'électricité. D'accord, donc ils interviennent en tant que facilitateurs et pour faire que la relation se passe entre la production et la revente. En tant qu'acheteur d'électricité. D'accord, ok. Donc s'ils sont intéressés par le tarif qu'on propose, d'accord. Là c'est une négociation. Et pareil, Enercop peut s'adresser à du particulier ou dans... sur des petites toitures c'est plus compliqué parce que justement le tarif d'achat quand on vend de l'électricité sur une toiture particulière, il va être d'autant plus élevé que la taille de la toiture est faible parce que c'est moins rentable. Donc si on a très peu de panneaux, ça va pas être très rentable, du coup on a un tarif d'achat garanti par l'État qui est plus élevé. D'accord, ok. Et donc Enercop, eux, vont se positionner sur des tarifs d'achat qui sont proches du tarif du marché, on va dire. Donc alors, monsieur Lakerve, justement, par rapport aux surfaces, est-ce qu'il y a une surface idéale? Bien compris que ça dépend des consommations, mais... Ouais, la surface qu'on retrouve le plus courant chez le particulier correspond aussi à leur facture, mais c'est à peu près 20 mètres carrés. Voilà. D'accord. Qui représente 3 kW d'installer sur leur toiture. Alors, ça, c'est pour l'autoconsommation. Ça, c'est pour l'autoconsommation, oui, bien sûr, on parle d'autoconsommation. D'accord. Alors, et dans ce cas-là, ça coûte combien, 20 mètres carrés? Aujourd'hui, sur le marché, ça tourne aux alentours des 8500 € à peu près. C'est aide déduite ou Alors, l'aide sur le solaire, il faut bien être clair là-dessus, il n'y en a plus d'aide. Il n'y a plus aucune mesure incitative. La seule aide, comme le disait, c'est l'aide sur la revente d'électricité, qui est faite à travers EDF OA. C'est-à-dire que quand on signe un contrat de rachat de surplus d'électricité, parce qu'on va renvoyer du surplus sur le réseau, cette électricité est rachetée à 10 centimes. Quand vous signez ce contrat est signé pour 20 ans avec eux. Vous avez 20 ans d'engagement avec eux, ils vous rachètent votre électricité pendant 20 ans. Vous allez percevoir une aide qui va être en fonction de la puissance qu'on vous a installée sur la toiture. En l'occurrence, si c'est un 3 kg, c'est 1170 € d'aide donnée par EDF OA. Ce qu'on appelle la prime à l'investissement, il me semble. Prime à l'investissement, absolument, et qui est lissée sur 5 ans, et qui vient directement, donc ce qui veut dire qu'elle est divisée par 5. Divisée par 5, et elle est déduite directement sur votre facture d'EDF chaque année. En tout cas, votre fournisseur d'énergie. C'est pas obligé que ce soit EDF. Oui, ok. Donc voilà comment ça se passe. C'est la seule aide qui existe sur le solaire photovoltaïque, donc il faut se méfier de toutes les aides qui sont annoncées un peu de partout. Alors, et donc, il n'y a pas d'engagement de certaines régions à ce niveau-là? La région Occitanie concernant non, à mes infos, non, il n'y en a plus. À l'époque, c'était le cas. Hein. Quand on a commencé, c'était... Quand vous dites à l'époque, c'était à l'époque Sarkozy, par exemple, non? Oui, exactement. Exactement, l'époque Sarkozy, et même un petit peu avant, non, même Sarkozy, tout simplement. Sur lequel il y a eu beaucoup de crédits d'impôt qui étaient donnés. Et puis il y a eu le fameux moratoire qu'a lancé l'État, et voilà, c'est la difficulté de travailler avec les aides de l'État pour une entreprise. C'est extrêmement complexe parce que quand il décide de couper les vannes, il les coupe. Il coupe. Tout à fait, je comprends. Voilà. À partir du 1er janvier 2020, j'avais cru comprendre qu'il allait avoir différentes facilités justement au niveau accordé par l'État. C'est 2021.
2021. Pardon, 2021, exact, oui. Ouais. C'est le cas ou, au regard de ce que vous savez vous aujourd'hui, il y aura des aides ou toujours pas d'aide? Moi, de ce que j'ai comme info, je ne vois pas d'aide à spécialement arriver sur le photovoltaïque. Pourquoi? Parce que on est lié quelque part avec ce produit, même si aujourd'hui il devient écologique, ce qu'il n'était pas auparavant. Auparavant, on parlait de rentabilité financière. Il faut être clair, hein, c'était un placement financier. On est toujours sur du 2 à 4%, de ce que j'entends, si on veut investir. C'est toujours du placement financier. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, malgré que ça soit toujours un placement financier, on sent un réel engouement des gens de s'intéresser à l'écologie, d'avoir cette prise de conscience qu'il faut faire quelque chose, parce que sinon ça va mal tourner. Et c'est la grosse différence qu'il y a avec l'époque. Ouais, ça c'est sûr. L'époque quand ça a commencé le solaire en France, c'est vraiment la grosse différence. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tant d'incitation que ça de la part de l'État à vous écouter, mis à part des cas bien particuliers, comme vous nous racontiez, monsieur Espaz. Mais ce que je veux dire, c'est que quand en préambule, je faisais remarquer que la France était en retard par rapport à ses pays voisins, c'est pas demain que ça va se corriger, cette histoire, j'ai l'impression. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que en fait, on l'a vu justement quand il y a eu la partie revente, donc dans les années 2008, 2009, 2010, etc. Jusqu'à 2011, si je dis pas de bêtises, ou 12. En fait, la France a été extrêmement rapide, en fait, et on a très très vite rattrapé notre retard sur les autres pays. C'est ce qui a fait peur d'ailleurs, c'est ce qui a fait peur à l'État, et c'est ce qui a fait couper les vivres de l'État. De manière brutale. De manière très brutale. On était en avance largement sur ce que l'Europe nous imposait en termes d'économie de CO2. On était très en avance, et donc du coup il y a eu un réel engouement. Oui, mais un engouement qui s'est terminé dans les années 2014-2015, et depuis, ça fait maintenant 5 ans qu'on est un peu en roue libre. On était totalement en roue libre. Ouais, entre-temps, on a été totalement en roue libre. Mais aujourd'hui, vous diriez quand même qu'on est sur des taux d'équipement qui sont... Oui. Aujourd'hui, on est au début du tout le monde en aura. Voilà. Pourquoi? Parce que ça sera inévitable d'en mettre du photovoltaïque sur son habitation. Tout simplement parce que les factures vont ne faire que s'envoler. En termes de tarifs, le kilowatt va continuer d'augmenter d'année en année, ça c'est certain. Même si des lois qui ont été votées. Même si en France on n'a pas à se plaindre si on compare aux pays européens, justement par ce mix énergétique qui fait qu'on est à 80% dépendant, 76 ou 71 je crois, aujourd'hui du nucléaire. Donc malgré ça, l'énergie, le coût de l'énergie va augmenter. Ah oui, bien sûr, oui, totalement. Il faut payer l'entretien des centrales nucléaires qui sont toutes, pour la plupart, en fin de vie. Il y a celle de, je ne sais plus la ville qui est toujours pas finie, qui est un générateur sur lequel ils ont réinjecté de l'argent. Le PR. Le PR, exactement. On est rendu à 13 milliards, je crois. Ouais, je sais plus. Ouais, elle est toujours pas finie. Donc tout ça, on le paye à travers nos factures. Il faut pas se leurrer. Je veux juste aussi noter qu'on paye aussi le tarif d'achat. Oui. Parce que la taxe qui a le plus augmenté, c'est ce qu'on appelle la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, et c'est ce qui finance les énergies renouvelables. Et ça a augmenté de 500% en 10 ans. Et donc c'est aussi ça qui contribue à l'augmentation de la... Ce que je veux dire, c'est que je veux juste aussi, il y a plein de choses. Mais il faut prendre la chose de manière systémique aussi. C'est que c'est l'augmentation de l'électricité, de toute façon, on va l'avoir parce qu'on va s'aligner sur le prix du marché européen, qui est quasiment 2 fois plus élevé que le prix du marché français. D'accord. En Allemagne, le prix de l'électricité est 2 fois plus grand. En Europe, c'est autour de 25 centimes, alors que nous, on est autour de 15. Donc de toute façon, ça va augmenter, mais pour plein de raisons. Donc il ne faut pas non plus dire c'est le PR, c'est ça. Et l'État se récupère indirectement en augmentant le niveau de taxe, comme vous le disiez en fin de compte. De toute façon, le niveau de taxe aussi, il va être corrélé à... Aujourd'hui, notre système électrique, il est très centralisé. C'est-à-dire qu'on a des gros systèmes de production et on envoie les flux d'électricité vers les territoires. Et aujourd'hui, si on veut intégrer aussi les énergies renouvelables, qui sont décentralisées, il faut aussi renforcer le réseau électrique. Donc ça, c'est de l'entreprise RTE, donc Réseau de Transport d'électricité. C'est le réseau. Et donc ça fait partie aussi des taxes. Donc les taxes vont augmenter aussi parce qu'on a besoin de renforcer le réseau électrique. Et les taxes sont liées à la consommation aussi. Tout à fait. Alors, revenons plus sur votre métier, Monsieur Lackerbe.
quand on se pose la question à qui on va s'adresser pour avoir un conseil et puis avoir une installation photovoltaïque, j'ai comme l'impression que c'est comme si on se posait la question, je participerais bien à mon isolation de toiture, et là du coup le simple fait d'y penser, on a des coups de fil qui nous arrivent de tout le temps, et voilà. Ça a toujours été. C'est pas très sain. Non, vous le confirmez ça? Oui, il y a bien un sûr, côté fraudeur là qui arrive là sur. Non, il était déjà bien avant. D'accord. Bien sûr, il a été dès que le solaire est arrivé en France et que les subventions étaient là aussi. C'est clair que ces entreprises, ce sont des entreprises que nous on appelle dans le métier commercial, donc qui sont là pour vendre. Voilà, tout simplement, et il faut être méfiant par rapport à ça. Alors justement, quel conseil vous pouvez nous prodiguer pour reconnaître une entreprise vertueuse? Simplement, déjà, la première chose, c'est de se renseigner sur l'entreprise à laquelle on fait appel, prendre un minimum d'informations, prendre son temps. Aller sur Internet. Aller sur Internet, mais sur Internet, il y a de tout, et, oui. et on le sait très bien, hein, on trouve de tout et n'importe quoi. Donc il faut savoir lire aussi entre les lignes, il faut être vigilant, voilà, il faut se prendre le temps. C'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête, quoi. Est-ce que des labels tels que RGE, ou Calibat ou Calisol ou ceci, cela, RGE, ça aide à... CaliPV, oui, des installateurs CaliPV, RGE, oui, c'est déjà la base. Oui. Mais en plus de ça, parce qu'il faut savoir quand même que ces entreprises commerciales qui font ce genre de démarches sont qualifiées, CaliPV, donc RGE. C'est même pas une garantie. C'est même pas un gage de garantie. Non, c'est la vérité du terrain. Aujourd'hui, il faut vraiment que la personne, le particulier ou l'entreprise qui veut faire appel à un installateur vraiment compétent, de s'en renseigner sur son historique, de s'en renseigner sur ce qu'ils font. C'est ce que j'allais dire, parce qu'à vous écouter, en fin de compte, c'est difficile de savoir comment faire pour repérer une entreprise qui est bonne ou une entreprise qui n'est pas bonne. À vous écouter, toutefois, vous mentionnez l'historique. Donc l'ancienneté de l'entreprise, c'est peut-être un des meilleurs gages? L'ancienneté en fait partie, oui, bien sûr. Et puis quand on a un certain nombre de références de clients derrière nous qui permettent de confirmer les dires, ben voilà, c'est assez simple de le vérifier. Aujourd'hui, on revient justement aux bases du commerce, c'est-à-dire que les gens prennent... moi, je le vois en rendez-vous, on voit que les gens sont plus à l'écoute, plus... voilà, ils prennent plus le temps de se renseigner sur le vécu de l'entreprise. Ça, c'est certain. Okay. Pourquoi ? Parce que les gens ont été échaudés. Oui, exactement. Les appels téléphoniques, je veux dire, c'est infernal. La loi va se durcir sur les appels téléphoniques, sur ça, justement, je crois que c'est en janvier, il me semble, si je dis pas bêtise. C'est en cours, effectivement. Voilà. Donc ça va dans le bon sens pour justement mettre à l'abri de tout fraudeur. Ça n'empêche pas au client quand même d'être vigilant et de faire dans sa propre démarche. Ouais. Est-ce qu'une entreprise plus vertueuse, c'est une entreprise qui est à la CAPEB, qui est à la Fédération française du bâtiment, qui est à un autre syndicat? Est-ce que ça peut être ça aussi? Ça pourrait être un gage de sécurité, mais malheureusement, je suis obligé de vous dire que non, parce que c'est comme... vous n'êtes pas encourageant, vous Non, mais c'est comme quand on se conseille un bon médecin. C'est exactement la même chose. On est souvent en train de se conseiller des bonnes personnes. Eh bien, voilà, c'est pareil pour une installation, quelle qu'elle soit. Ça n'empêche pas le Covid de progresser. Exactement. J'aimerais juste aussi parler d'un acteur qui s'appelle l'Espace Info Énergie. Et eux, ils ont dans leurs compétences aussi d'aider les particuliers, notamment à lire entre les lignes des devis. Voilà. Donc eux, ils n'ont pas non plus la capacité de dire allez voir telle entreprise ou telle entreprise, c'est pas leur rôle. Hein. Mais par contre, si vous avez un devis qui est un peu déconnant, ils peuvent vous le dire. Ouais. D'accord. Donc l'espace Info Énergie qui se situe à Nîmes. Ouais. D'accord. Il y a un site internet aussi, non, pour aller sur cet espace, non? Oui, je pense que c'est porté par le CAUE du Gard en ce moment. D'accord, ok. Bon, alors au moins on peut effectivement aller se renseigner pour essayer de vérifier la véracité des propos qui nous sont portés par ces différentes entreprises. Ouais. Revenons un peu sur la technique, sur les panneaux. C'est du Made in France ou du Made in pas France? Alors non, le Made in France... j'ai essayé. Ouais, mais vous avez bien fait. Belle tentative. Oui, belle tentative. Non, le Made in France n'existe pas. N'existe plus sur le panneau solaire. Il faut savoir que même en Europe, il y a plus beaucoup de fabricants.
Même les Allemands ont quasiment Pourtant, disparu. Il y a un fabricant allemand, je crois. Alors, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs de fabricants allemands. Il y avait Bosch, qui est quand même pas... qui est une marque bien connue. C'est quand même bien connu. Ils n'en font plus depuis bien longtemps. D'accord. Ils ont arrêté la fabrication de cellules. Il reste QCell. QCell, qui est un gros... enfin, oui, c'est un gros depuis bien longtemps, qui vient d'être acheté par des Coréens. Donc, principalement, le marché est asiatique. Bon. Voilà. Il faut quand même faire la différence quand on parle de Made in France, Made in Europe, entre le QG de l'entreprise qui va peut-être se situer en Europe et où est-ce que c'est fabriqué en fait. C'est exactement ça. Où sont les usines? Où sont les usines? Mais parce qu'en plus il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Parce qu'il y a plein de matériaux dans un panneau solaire. Et donc si vous voulez commencer à aller chercher d'où viennent tous les matériaux, où ils sont produits, où ils sont assemblés, parce que ça encore ça va être différentes usines, hein, et ben il y a du travail. Bon, en gros, c'est une manière élégante de me dire que ma question était stupide. Pas du tout. Je comprends. Non, c'est comme quand j'achète une Toyota, elle peut être japonaise, mais elle vient de France. Non, mais je comprends aisément. Pas de souci. Vous avez bien fait de poser cette question. Par exemple, dans les projets citoyens, on va essayer de chercher où il y a au moins l'assemblage qui est fait en Europe. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Bon, ceci étant... ça reste de l'assemblage. Oui, mais bon, c'est bien d'accord. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que bon, messieurs, restez avec nous. Voilà. Non, mais je comprends bien, mais pour m'être moi-même renseigné sur le sujet, il faut aussi dédiaboliser l'appartenance à la Chine, on va dire, de sa partie de production, parce que la Chine produit plus de 20% de la production mondiale du solaire. Oh, oui. Et si j'ai bien compris, justement, ne serait-ce qu'en consommation intérieure à la Chine, le gouvernement chinois a mis d'énormes moyens pour que les entreprises montent qualitativement et soient même de produire des panneaux photovoltaïques qui soient de qualité. C'est le fameux dumping qui a existé dans les années, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont mis ça en place, mais oui, ça... Donc, du coup... Peu importe en gros la provenance des panneaux. C'est ce qui a fait fermer toutes les fabriques européennes. Oui, bien sûr, c'est ça. L'État chinois finançait les entreprises pour vendre moins cher. D'accord. Et quand on parle de durée de vie de 30, 40, voire 50 ans, ce sont sur des panneaux justement chinois, c'est ça? Alors ça peut être même sur des panneaux chinois. C'est pas parce qu'ils sont chinois qu'ils sont de mauvaise qualité. Ok, tout à fait. Non. Bon, on a vu la durée de vie, on a vu la provenance. Quand on parle de démantèlement, on parlait de démantèlement tout à l'heure, faisant allusion du nucléaire. Clément Espaz, sur les projets citoyens que vous portez, est-ce que le démantèlement est forcément compris quand on parle de coût? Oui. Forcément, je ne sais pas, ça va dépendre. C'est les citoyens qui décident, donc c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils estiment comme efficace. Pour le parc photovoltaïque à Aubais, en fait, dès la première année, ils ont provisionné 10 000 € pour le démantèlement qu'ils ont placé quelque part, et ça, c'était déjà fait. D'accord. Sachant que le démantèlement, sur des projets comme ça, c'est quand même... c'est pas bien compliqué, hein, c'est quelques coups de tournevis. Il y a une filière en fait, de recyclage qui est déjà en place, avec une usine qui est à côté de Marseille, qui va s'occuper du recyclage, et une association qui s'appelle PV Cycle, qui vient chercher vos panneaux quand votre centrale est suffisamment grande. Mais sinon, il y a des points de collecte où ils viennent avec leur camion, ils viennent récupérer les panneaux et ils l'emmènent à l'usine de recyclage. D'accord. Et ça, c'est financé par la petite écotaxe qu'on paye quand on achète le produit du panneau photovoltaïque. Tout à fait. Donc ça rentre dans le cycle normal de tous les équipements qui sont produits notamment en France et peut-être aussi en Europe. Je pense que ça va être, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, je reviens juste sur cette notion de nettoyage. Et j'ai eu la chance de visiter le parc photovoltaïque porté par les survoltés de Aubais, et il a été fait allusion à des cycles de nettoyage, en l'occurrence, avec la question de se dire comment s'y prendre, etc. etc. Donc, la question du nettoyage, ça a été, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi je modérerais un peu ces propos, comme quoi il n'y a jamais besoin. Je dirais que ça dépend vraiment et déjà de l'inclinaison, parce que si c'est très peu incliné, l'eau ne va pas s'écouler très bien. Quelle est l'inclinaison idéale d'ailleurs? C'est autour de 30-40 degrés en général. Dans le sud de la France, c'est 30-35 degrés. D'accord, ok. Donc ça dépend effectivement de l'inclinaison néanmoins, puisque l'eau peut être plus ou moins stagnante. Et puis ça dépend d'autres choses aussi, des conditions météo locales. Est-ce qu'il y a des feuilles ou des déjections d'oiseaux? Voilà, des déjections d'oiseaux. Okay. Est-ce qu'il y a du vent avec du sable? Ça peut jouer un rôle important. Moi j'ai vu des cas aussi où il y avait des panneaux près d'une entreprise. Ils avaient eu un problème de ventilation. C'était une entreprise qui faisait, je ne sais plus exactement quoi, mais il y avait beaucoup de particules fines qui venaient se déposer sur les panneaux. Ça avait réduit la productivité de 10 à 15%, donc ça c'est pas négligeable non plus. Donc je dirais que c'est très... Chacun faut voir. Chacun est particulier. À Aubais, ça fait 2 ans, et ils remarquent qu'il y a un peu de crasse, que ça limite un peu la productivité. Et du coup, les citoyens, ils sont en train de se mettre... de s'organiser pour savoir comment on va faire ça collectivement, parce que c'est vrai que nettoyer des panneaux, c'est pas
C'est pas ce qu'on imagine, hein. Faut pas prendre une éponge et de l'eau et on vient frotter. Hein. En général, il faut prendre de l'eau déminéralisée pour éviter les traces. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir un système d'osmose, qu'on appelle ça, pour déminéraliser l'eau. Voilà, ça c'est de l'énergie, c'est un coût. Et du coup, quand c'est un projet citoyen, il y a un groupe de travail sur le nettoyage des panneaux. Comment on fait ça pour donc je comprends effectivement que chaque cas est un cas particulier et que ça dépend effectivement de l'environnement de l'installation. Mais cependant... il faut être vigilant. Pourquoi ? Parce que sur des centrales au sol, de type, je pense à OB, c'est très facile de les nettoyer sans prendre de risque pour le système en fait. Mais quand vous avez des grosses surfaces qui sont sur des bâtiments, selon l'entreprise qui nettoie, en fait, il peut totalement dégrader l'installation en fait, sans vous en apercevoir. Donc, on en revient donc à la nature de l'opérateur qui intervient et de sa qualité historique qu'on peut avoir, etc. Quel est l'avenir dans ces panneaux photovoltaïques ? Moi, j'ai entendu parler de ces panneaux hybrides. Eau, électricité. Mais pourquoi vous rigolez Moi aussi, je pas des bêtises, j'espère. Non, c'est très bien. Alors, je m'attendais pas à ce qu'on en parle en fait. Et pourquoi on n'en parlerait pas ? On peut en parler. Hein. Enfin, on appelle ça aussi des panneaux PVT, donc photovoltaïque thermique, et donc qui ferait à la fois de l'eau chaude et de l'électricité. Donc ça fait un peu rêver. Hein. Oui. Mais les retours d'expérience aujourd'hui, moi je suis pas non plus expert, mais c'est pas non plus fameux, on va dire. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Très très mauvais en termes de retour d'expérience, c'est très mauvais. Bon, voilà, c'est fait. En fait, quand on parle aussi de très mauvais, c'est par rapport au coût. C'est que ça, y a un surcoût qui est... Au coût et à la technique aussi sur le fonctionnement et sur l'entretien. Et alors encore plus dans une projection futuriste, des panneaux intégrés à la tuile, aux fenêtres, aux murs pour capter la chaleur, c'est tout aussi farfelu ou c'est une forme d'avenir mais lointain ? Aujourd'hui, il y a des panneaux souples, il y a même des panneaux qui font de la photosynthèse. Enfin, je veux dire, après, en laboratoire, on peut faire pas mal de choses. Moi, j'ai vu pas mal de projets vitrines. Mais est-ce que est-ce qu'on peut développer ça à grande échelle ? Ça, je sais pas. Et je pense que peu de gens peuvent le dire, en fait. Mais ça existe. On peut le faire. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Est-ce que ça vaut le coup aussi d'un point de vue écologique ? Parce qu'il faut garder aussi le cap que l'intérêt, c'est aussi qu'il y a un bénéfice social, environnemental quelque part. Donc, on parle d'économie aussi qui génère du bien-être, donc faut garder ça en tête, j'imagine. Ça, c'est joliment dit, ça. Très bien, impeccable. On y adhère. Avez-vous un mot à rajouter ? On arrive au terme de l'émission. Est-ce qu'il y a des points qu'on aurait dû aborder qui n'ont pas été abordés ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez insister ou photovoltaïque, c'est l'avenir ? C'est certain, oui. C'est ce que je vous disais, c'est qu'on est au début du tout le monde en aura. Ça, il faut bien se l'ancrer dans la tête, puisque c'est ce qui se passera. Voilà, très bien. Clément Espaz, l'avenir, c'est aussi l'intégration des citoyens dans les prises de décision collectives et dans le mix énergétique du futur. Donc, c'est aussi un devoir démocratique et social pour les territoires et par les territoires. Donc, on agit là-dessus. On reconnaît l'action militante de ACT, mais qui n'est pas dénuée de bon sens, bien entendu. Messieurs, merci beaucoup. Clément Espaz, Thierry Laquer, merci donc de votre participation. C'était donc une émission dédiée au photovoltaïque, à la production solaire. Donc, comme je le disais, avec ces déboires que nous avons rencontrés au tout début, vous pouvez toujours aller sur les pages soit de Radio Système sur Facebook, mais également sur Eco-Camargue sur Facebook toujours, pour avoir les visuels. Sur la chaîne YouTube aussi maintenant. Et sur la chaîne YouTube. Ah, il y a une chaîne YouTube. Et ouais, on pourra voir le... Alors, vous l'entendez pas, mais c'est Dominique Père qui vient de nous préciser ceci. Et également le SoundCloud voilà, avec mots-clés Eco-Camargue, vous pourrez retrouver l'émission. Oui, juste, je prends la parole en fin d'émission, juste pour dire effectivement qu'il y a une chaîne YouTube, on vient d'enregistrer l'émission avec 3 caméras. Bon, la qualité peut-être pas terrible, c'est notre première, ou notre seconde en tout cas, avec ces webcams, et puis bien sûr sur la plateforme SoundCloud, on peut retrouver aussi cette émission sur le site internet radiosystème.fr, vous allez dans podcast et vous avez toutes les émissions. Parfait. Merci beaucoup en tout cas à tous et à toutes. Notre prochaine émission aura lieu le lundi 2 novembre. Et d'ici là, bonne semaine à tous. Merci.